Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Sport, le rendez-vous sportif hebdomadaire sur Canal 3 Bénin. Ce soir, on parlera de la 19e édition du Tour cycliste du Bénin et on va s'intéresser surtout à la performance des représentants béninois à la compétition. Quelles sont les leçons à tirer de la participation de l'équipe nationale à ce tour? Avec mes consultants, on ouvrira une large page de discussion sur l'incident qui s'est produit au stade de Bani Kwara le 27 avril dernier lors de la rencontre entre Bani Gansé et AS Cotonou. Que s'est-il réellement passé? On en saura davantage avec notre invité au téléphone depuis Bani Kwara. Mais avant, on parlera karaté, basketball et volleyball dans le tour d'horizon de l'actualité sportive dans notre pays. Candide Mouinton est déjà en plateau. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos On téléspectateurs. commence par quoi ce soir? On commence par le football, bien entendu, et bien sûr le tournoi UFOA-B des moins de 17 ans Accra 2024 qui va se dérouler du 15 au 28 mai 2024. Le sélectionneur des Guépards U17 du Bénin Urbain Renfort était en conférence de presse cet après-midi pour dévoiler sa liste et présenter le plan de préparation de l'équipe cadette du Bénin en vue de ce tournoi qui est bien entendu qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Il a dévoilé une liste de 21 joueurs qu'il a finalement retenu pour ce tournoi pour l'expédition ghanéenne. Ce qu'il faut bien entendu noter est que le staff a retenu est parti bien entendu d'une liste de 60 joueurs et après plusieurs processus, on est arrivé à retenir 21 joueurs. Je vous propose ici un extrait des propos du sélectionneur des Guépards U17 du Bénin qui donne plus de précision. Nous avons bien commencé par travailler depuis février, même si c'est dans l'informel, pour essayer de constituer cette liste avec les académies qui sont sur place, qui font du bon boulot. Et après, on a eu un premier regroupement sur la base de ce que nous-mêmes nous avions déjà vu. Parce qu'il faut le rappeler, nous avions organisé un tournoi à Ouida, tournoi au cours duquel on a pu quand même présélectionner certains joueurs et qu'on connaissait déjà. Et la deuxième étape, c'est les papiers, les identités, les passeports. Nous avons demandé à ces joueurs-là de bien vouloir nous faire parvenir leur passeport. Et c'est après cette deuxième étape que nous avons essayé de constituer une liste de 60 jeunes joueurs qui ont été, disons, soumis à 3 jours de présélection à Porto-Novo au Charles de Gaulle, pour être plus précis, du 25 au 28 mars 2024. Après cette première étape, nous avons retenu 30 joueurs qui ont été soumis on va dire, au critère le plus important au niveau des U17, et c'est l'étape de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de déterminer à peu près, disons, les stades de développement de l'âge osseux de nos jeunes joueurs. À partir de cet instant, nous devions normalement avoir les résultats avant le regroupement du 6 au 3 avril à Cotonou. Malheureusement, on les a eus bien après, on était au regroupement. Et c'est à partir de là que nous avons fait sortir, disons, la liste des... Au départ, c'était 25 joueurs. Il y a eu quelques petits soucis en cours de route. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est là avec une liste de 21 joueurs éligibles. Et bien sûr, 21 joueurs éligibles à la liste. C'était un très très long processus pour Hubert Renfort et son équipe pour en arriver là. Allez, une liste de 21 joueurs, comme vous l'avez dit, qui sont retenus par le sélectionneur Hubert Renfort après un travail de fond. 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants. Sur la liste, on retrouve 2 joueurs binationaux qui viennent de la France. Évidemment, 2 joueurs binationaux, un attaquant et un milieu de terrain qui évoluent respectivement au niveau des centres de formation de Montferrand et Fleury 91 en France. On retrouve le sélectionneur Hubert Renfort pour ce qu'il faut déjà retenir de ces 2 joueurs binationaux au sein du collectif des Guépards U17. 2 binationaux. Le premier, c'est un milieu de terrain, c'est Atodjinou Marvin Dona. Lui, il est de Montferrand, France, en région parisienne. Et c'est nous, Jordan, voilà, c'est le deuxième binational que nous avons,
qui évolue du côté de Fleury 91 en France. Déjà au niveau morphologique, on voit déjà la différence par rapport, on va dire, au nord d'ici. Le climat est différent déjà, donc il faut d'abord qu'il s'acclimate. Il y a un qui est milieu terrain, beaucoup plus fougueux, et l'autre qui est un excentré droit. Le dernier match, il y a Jordan qui a fait 45 minutes et qu'il y a Marvin, lui, il est rentré le vendredi soir. Le samedi, il a joué une vingtaine de minutes. Pour, disons, les premières observations, c'est des jeunes qu'au niveau, on va dire, technique et tactique, sont un peu meilleurs par rapport aux nôtres. Mais le football africain, surtout béninois, est beaucoup plus, on va dire, agressif. Il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus d'activité dans nos jeux. Et c'est ça un peu qui leur manque. Et on est en train de travailler dans les séances d'entraînement, déjà hier et puis là, ce matin, disons, à leur faire, même si le délai est court, leur faire comprendre que ces qualités techniques et tactiques ne vont pas suffire. Il va falloir aller au-delà de ça en termes de combativité, en termes d'abattage physique. Et quand on travaille déjà physique, on voit un peu qu'ils sont, on va dire, en grosse difficulté. Parce que vous savez, en Europe, quand on a 14 ans, 15 ans ou 16 ans, c'est d'abord tout ce qui est qualité technique qu'on essaie un peu d'installer, d'asseoir au niveau des jeunes, quitte après à quand même leur donner le coffre qu'il faut pour aller, on va dire, un peu plus haut. Donc on est en train de travailler avec eux. Ils ont montré quand même de très bonnes choses. Et nous pensons quand même qu'avec peut-être le temps que nous avons, les fait travailler un peu pour qu'au niveau physique, qu'ils aient beaucoup plus de répondants. Allez, en attendant, la sélection cadette du Bénin poursuit sa préparation ici à Cotonou dans l'après-midi de ce lundi. Vous verrez sur les images que nous vous proposons Urbain Enfant et ses poulains qui ont tenu une nouvelle séance d'entraînement. Ils auront à livrer des matchs amicaux, notamment contre les équipes qui évoluent en D4 et en Ligue amateur au Bénin et même avec l'équipe cadette du Togo. Il faut rappeler qu'après quelques jours de stage de préparation, les Urbain Enfant et ses poulains vont prendre la direction pour la capitale ghanéenne pour ce tournoi. Ils feront leur entrée en compétition face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire le 18 mai prochain avant d'en découdre avec le pays hôte, le Ghana, pour leur seconde sortie des phases de groupe le 21 mai prochain. Il faut noter qu'après ce tournoi, qu'à l'issue de cette compétition, seules les deux équipes finalistes auront les tickets pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Allez, Candide, on va parler toujours sport roi, mais cette fois-ci avec le football de proximité dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Deux associations de jeunes, Sabre Élite et Petit Caillou, se sont donné rendez-vous. C'était hier à Godomain pour un match amical. C'est une façon assez singulière que les deux associations ont choisi pour passer ensemble cet instant convivial. La rencontre amicale est à sa deuxième édition et celle-ci est considérée comme la manche retour de la première confrontation qui s'était soldée sur un score de 0 but partout. Suivez ici le point de cette explication. Dans un match de football, on parle souvent des adversaires, mais à l'évidence, ceux-ci ne le sont pas. Justement, le but de cette rencontre n'est pas de créer l'adversité, mais plutôt un cadre convivial entre les différents acteurs. Ils appartiennent à deux associations sœurs qui se retrouvent pour une rencontre amicale dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Il s'agit d'une forme d'intégration et de bonne convivialité. Cette fraternité qui nous unit toujours à notre association sœur, Petit Caillou. Sabre Élite a eu un premier match en aller qui s'est soldé par un score partagé de 0 partout. Et voici la manche retour de cette rencontre amicale. En maillot blanc et noir, l'équipe haute de l'association Sabre Élite. Son vis-à-vis de Petit Caillou jeune leader est de rouge tout vêtu. Le match a duré 35 minutes pour chaque mi-temps et s'est soldé sur le score de 0 but partout comme à l'aller. Le plus grand plaisir des participants reste l'opportunité de cette initiative qui leur permet non seulement de pratiquer le sport, mais de se plonger dans leurs plus beaux souvenirs. On avait de bons joueurs de chaque côté, d'ailleurs même des anciens joueurs, qui ont fait les bons moments du football béninois, surtout dans les petits clubs comme dans les grands, qui se sont livrés des matchs aujourd'hui. Sinon, ils se sont livrés un match et voilà le score. C'est ce qui a animé la matinée de ce dimanche que nous supposons être bien garni. Cela montre l'intégration que nous avons eue comme objectif et nous pensons que l'objectif est en train d'être atteint. Et nous saluons vraiment le président de l'association
Sabelite, qui a eu donc cette idée donc, de brasser encore cette amitié qui existe entre nous. Ce match amical de fraternité entre les associations Sabre Élite et Petit Caillou est leur façon à elles d'entretenir leur relation et l'harmonie qui existe entre elles. Faut-il le souligner, ces deux creusets sont des associations caritatives de jeunes qui œuvrent pour l'épanouissement des plus démunis. Allez, on va changer de discipline. La West Africa Basketball Classic qui a démarré depuis le dimanche 28 avril 2024 à condition d'épilogue. C'était le 2 mai dernier. C'est une compétition de la zone 3 FIBA Afrique qui regroupe pour le moment 5 pays. Et sur les 5, 4 ont pu honorer le rendez-vous de Cotonou qui a été organisé bien entendu par l'association sportive du port autonome de Cotonou. 5 jours de compétition au cours de laquelle les équipes se sont affrontées et ceci de façon linéaire. Je propose ici le reportage sur la dernière journée de compétition. Il s'agit bien sûr de la West Africa Basketball Classic. Voici l'une des dernières rencontres de la West Africa Basketball Classics. C'est la phase 2 de la compétition qui est accueillie à Cotonou par l'équipe de la balle au panier de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Et au vu des objectifs du tournoi qui vise à offrir aux clubs de la zone un cadre de compétition de niveau sous-régional et d'envergure continentale, ASPAC a mis la barre très haute. 5 jours d'intenses confrontations sur le parquet du Hall des Arts de Cotonou entre les différents clubs participants dans des conditions dignes d'une compétition continentale. Pour son dernier match à la West Africa Basketball Classics, le club hôte de la deuxième phase de la compétition, ASPAC, affronte un adversaire local, ASPAL. Cette équipe repêchée en remplacement des Gras Braves du Ghana, absent à cette édition. Dans leur maillot traditionnel bleu, l'équipe des Portugais n'a pas su s'offrir un nouveau succès dans le tournoi. Score 59-62. Mais d'un autre côté, c'est un résultat conséquent pour un club qui a eu un début flamboyant. Ouais, comme prévu, on s'attendait à un match aussi dur. Match dur, d'accord, déjà parce que nous avons enchaîné 4 matchs en 5 jours. On n'en a pas cette habitude-là. Donc, ils ont les 4 matchs encore dans les jambes. Vous avez vu comment ça a bougé. C'est 2 grandes équipes qui ont joué. Ça a été tactique aussi. Donc, nous, on a, comme d'habitude, on a manqué de réussite. On enchaîne des lancers francs qu'on rate. On a enchaîné des ratés au lancer franc. Et pour finir, on perd de 3 points. Même les dernières minutes, on en a raté 4 d'affilée. Et pour finir, on a perdu de 3 points. Donc c'est toujours pour dire qu'il y a encore du boulot, qu'il y a encore du travail à faire. C'est l'objectif. On n'a pas manqué de tester les gens ici. D'accord, on a testé. Et la phase d'Abuja nous permet quand même de changer 2 joueurs dans notre effectif. Ce qu'on va faire, on va continuer le travail, on va renforcer l'effectif dans les compartiments où on a besoin et pour vraiment préparer Abuja. Les gens ne nous attendaient pas à ce niveau et on a juste montré ce que nous valions. Tout le travail abattu depuis le début de la saison de championnat professionnel, c'est le résultat qui est là sur un tournoi international en fait. Bon, déjà pour notre part, pour moi et mes gars, c'est juste de l'expérience gagnée. Parce que c'est une première fois qu'on joue autant de matchs intenses avec autant de joueurs, contre des équipes avec autant de talent en fait. Donc du coup, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction de montrer que le travail que nous sommes en train de faire, en train de payer, nous avons appris sur nos petites erreurs et des trucs à peaufiner un peu plus tard. La seconde explication entre Swallows Academy du Togo et Gidi Giants du Nigeria s'est soldée par le score de 61-87 au profit des Giants. Il convient de souligner que la West Africa Basketball Classics a été un succès à Cotonou avec l'approbation de la Fédération béninoise de basketball qui a accompagné l'événement. ASPAC vient d'écrire sa page de l'histoire et désormais, tous les regards sont tournés vers Abuja pour la 3e phase.
Eh bien, toujours sport demain dans ce tour d'horizon volleyball à présent avec les résultats de la 16e journée du championnat professionnel de volleyball. Plusieurs affiches étaient au programme ce week-end chez les dames. L'équipe de l'AS Cotonou s'est inclinée devant Énergie VBC par 3-7-0. Dans la seconde affiche, l'équipe de Queens VBC s'est imposée à son homologue de Vessos VBC par 3-7-0 également. Au niveau des hommes, 6 rencontres étaient au programme. Police républicaine s'est offert Real Sport par 3-7-0. Dynamique est venu à bout de Jiba dans une rencontre indécise par 3-7-2. Asso Nouyon a courbé les Chines devant Finance VBC par 3-7-0. Même score pour la victoire d'Énergie VBC devant l'AS Cotonou. Jiba a pris le meilleur sur Real Sport par 3-7-0. Et pour finir, la seconde rencontre indécise chez les hommes a vu Dynamique battre par la police républicaine par 3-7-2. Allez, à Martial maintenant pour finir ce tour d'horizon candide, le club de Jericho Karaté Association a lancé la semaine dernière un nouveau projet au profit des enfants, une initiative pour leur permettre d'entrer tôt dans les réalités des compétitions. Évidemment, on sait tous comment ça s'appelle Karate Kid, comme ça se passe ailleurs. C'est la dénomination de cette initiative de Jericho Karaté Association qui, comme vous l'aviez dit, est une compétition des enfants dans les mêmes conditions que les joutes officielles. Suivez ici le point de la première édition. Si vous n'avez pas encore assisté à un combat conventionnel de karaté chez les enfants, eh bien, voici pour vous une démonstration. Si c'est la volonté, ils en ont. Dans ce duel de comité, il n'est pas question pour l'un ou l'autre de perdre. Alors, on n'est pas lassé d'aller au charbon. On percute aussi bien chez les rouges que chez les bleus. À côté, le public aussi joue convenablement son rôle. L'initiative, c'est une compétition réservée exclusivement aux enfants. Karate Kid est un projet de Jericho Karaté Association du président Roch Kenom, également président de la Fédération béninoise de karaté-do. Il prend en compte les enfants des catégories de 3 à 9 ans. C'est qu'ailleurs, les enfants démarrent, on appelle ça kids karaté kids. C'est pour les tout petits. Ailleurs, même, ils prennent à partir de 2 ans, on a dit 3 ans, 5 ans. Vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui, les enfants que vous faites là, ils sont plus intelligents que nous à 2 ans quand on avait 6 ans. Ouais, ils sont très dynamiques, donc voilà, c'est ce qui a mis là. Et comme vous le constatez, ils se prennent un peu la joie. Regardez automatiquement dans les supporters, ce qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais initié ça par exemple. Ça les intéresse. C'est un 1er mai exceptionnel pour les parents de ces enfants qui ne pourront pas oublier cette belle journée. Ils sont plus d'une cinquantaine à participer à l'événement, de quoi s'embarquer dans la réalité des compétitions et des normes qui vont avec. Déjà, il faut à l'entraînement, comme sur les mercredis, sur les samedis. Et l'initiative de une compétition, pour moi, c'est vraiment important. Et une très bonne initiative parce que ça leur permet de pouvoir combattre ensemble, de savoir comment ça se passe en dehors des entraînements de tous les jours. En 2019, nous savons nous défendre. Celui qui m'a amené à cette compétition, c'est avoir au moins une fois une médaille. Les enfants ont été évalués au cours de la journée, en comité et en kata. À la fin de la compétition, les meilleurs dans chaque catégorie et épreuve sont repartis avec des médailles, des sous-vêtements et des t-shirts à l'effigie du grand maître Benjamin Soudé. Un hommage mérité rendu à titre posthume à celui-là qui avait toujours accordé une place importante à la pratique du karaté à la base. Eh bien, Ali Moumouni, c'est tout pour le tour d'horizon de ce lundi 6 mai 2024. Merci à vous, Candide. Mesdames et messieurs, on va poursuivre avec Canal Sport et ouvrir maintenant la page de discussion avec mes invités de ce soir. Mais le premier sujet de Canal Sport de ce jour, c'est bien sûr le Tour du Bénin. On va parler de la 19e édition qui a pris fin hier par le Grand Prix de Cotonou. Après les 5 étapes du Tour proprement dit, le Grand Prix de Cotonou a été l'apothéose de cette 19e édition. Sur une distance de 104 km, le critérium a été remporté par le Malien Diallo Yaya
Pourtant, sur la ligne d'arrivée, c'est l'Algérien Amari Hamza, vainqueur de la deuxième étape du Tour du Bénin entre Paraco et Savet, qui franchit en premier avec un chrono de 2 heures 30 minutes 12 secondes. Mais le cycliste malien qui a franchi la ligne en deuxième position aura gain de cause pour sa réclamation auprès des commissaires de l'Union cycliste internationale. Vous le voyez, l'arrivée sur ces images, ce sera bien sûr l'Algérien qui va franchir la ligne en premier, mais c'est le Malien qui va remporter le critérium. Je vous propose un extrait des explications sur ce qui permet donc aux Maliens de remporter ce critérium de Cotonou. On a dit à partir du sprint, quand les coureurs vont lancer les sprints, dès que le sprint est lancé, chacun garde son couloir jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Malheureusement, l'Algérien, quand il a lancé, à un certain moment donné, il a vu que le Malien voulait passer par sa gauche. Il est allé vers la gauche pour fermer le Malien. Il est revenu sur sa droite. Il est revenu encore fermer le Malien vers la droite. Et comme ça, le Malien a freiné donc jusqu'à la ligne d'arrivée. Sinon, il allait rentrer dans les trucs. Et donc l'Algérien Amari Hamza termine deuxième du Grand Prix de Cotonou, suivi d'un autre Algérien, Oussama Abdellah, qui occupe la troisième place. Il faut dire que la veille, on assistait donc à l'arrivée des cyclistes à Cotonou pour la cinquième et dernière étape du 19e Tour du Bénin, parti donc d'Agbaïnzoum pour une distance de 154 km 280. Les coureurs ont traversé Ouida avant donc d'arriver, d'amorcer le dernier virage. À l'arrivée donc à Cotonou, à la place de l'Amazone plus précisément, c'est le Marocain Ashraf El Dogmi qui remporte l'étape, c'est-à-dire la cinquième étape, et il s'offre par la même occasion le maillot jaune du Tour, longtemps conservé par l'Érythréen de la Team Bike Aid d'Allemagne, Abtehab Yoel. Il est donc vainqueur, je parle bien sûr d'Ashraf El Dogmi, vainqueur de la 19e édition du Tour du Bénin. Voilà le sujet pour ce soir. On va en parler avec mes invités mes consultants qui sont déjà en plateau. Marwan Salou, bonsoir. Bonsoir Ali Moumouni, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre consultant média, Prosper Bondiaouko, bonsoir. Ali, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Je rappelle que vous êtes le chef des sports de la radio Cap FM, bien entendu à Cotonou. Pour ce qui est de cette 19e édition, on a sur les images, bien entendu, le Conseil national des supporters du Bénin qui était également sur le tour. On va vous laisser vivre un peu l'ambiance qui a prévalu en ambiance, grâce à la réalisation bien sûr de Christelle. Du Tour du Bénin, on a vu sur les images Marwan Salou, vous êtes le porte-parole du Conseil national des supporters du Bénin. Vous étiez aussi certainement présent sur les lieux, l'ambiance. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, décrire ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé n'est rien d'autre que ce que le Conseil national des supporters s'est fait, la mobilisation autour de tout ce qui est sport au Bénin, et toutes les disciplines confondues. Nous en avons donné l'expérience il y a quelques mois lors de la Coupe du Monde de pétanque à la même place des Amazones. Pour ceux qui ne savent pas, qui pensent et qui font des confusions, le Conseil national des supporters est là pour toutes les disciplines et pour donner un cachet spécial. C'est pour cela que le Conseil national s'est mobilisé le week-end pour accueillir le Tour sur la terre, aéroport Erevan et la place des Amazones. Le Conseil national des supporters a mobilisé plus de 1500 supporters pour cet événement afin de donner un cachet spécial. Et là, vous ne voyez que les associations pour les plus grands nombres, une partie du Conseil. C'est à peine le cinquième du Conseil qui est mobilisé parce que le Conseil est représenté dans 11 des 12 départements du Bénin. Et donc, il fallait accompagner l'événement, le Tour international du Bénin, un événement majeur. Et pour ceux qui réussissent, tels que la Fédération béninoise de cyclisme, il n'y avait pas de raison pour le Conseil national des supporters de ne pas être sur cet événement afin d'accompagner le cyclisme béninois qui est en train de renaître. Parce qu'il faut être honnête, le Bénin, en matière de cyclisme,
a commencé véritablement par avoir un nom depuis quelques années, surtout grâce à l'avènement du président Azoumé. On y reviendra bien entendu sur la performance de ceux qui ont représenté, défendu les couleurs nationales lors de ce tour cycliste international, bien entendu, du Bénin. Prosper Wandiamo, quand vous avez suivi également le tour du Bénin, est-ce qu'on peut parler d'une réussite une nouvelle fois? Oui, avant de parler de réussite, je pense qu'il faut d'abord parler de la révolution sportive qui est en cours au Bénin. Ce que vous avez vu tout à l'heure avec le Conseil national des supporters du Bénin, c'est une première. Depuis que le tour est couru au Bénin, c'est une première. Ça veut dire que on est en train de grandir pas après pas. Donc, ceux qui sont venus de l'extérieur, les pays comme le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, l'île Maurice et tout, qui sont venus sur le tour, vont voir que le Bénin a fait un pas. Le sport aussi, c'est l'animation. Le sport aussi, c'est le public. Le sport, c'est ce que les sportifs offrent au public. Donc, quand il y a le public qui est dehors, ça fait plaisir. Et on vous dira que le cyclisme, c'est l'un des sports, l'une des rares disciplines sportives qui va vers les peuples. Et je pense que quand les supporters sont dans les rues, ça donne encore une autre couleur à la chose. Il faut saluer ça. C'est un beau monde. J'ai apprécié ce qui est fait. Et ça me dit que l'avenir du sport, les jours à venir pour le sport béninois vont davantage nous donner raison d'investir, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, parce que le Bénin va grandir. Et quand vous me parlez de réussite, c'est une totale réussite. On a davantage un Bénin qui organise de grands événements avec plus de réussite. Oui. On a vu la Coupe du Monde de pétanque ici. On ne croyait pas du tout, nous ne savons pas que le Bénin allait pouvoir sortir le grand jeu. Et quand les pays comme la France, la Bulgarie arrivent à applaudir et féliciter le Bénin pour dire bravo ce que vous avez fait, je pense que c'est énorme pour une première. Et on vient de voir encore une autre démonstration de classe mondiale de la part du Bénin. Bravo à l'équipe de Romuald Azoumé. Il a révolutionné le monde du cyclisme d'abord et puis le monde des grandes organisations au Bénin. Le Tour cycliste qui est d'abord validé par l'UCI 2.2, c'est un tour désormais homologué. Oui. Et quand ça donne une réussite comme ça en organisation du nord au sud, je pense qu'il y a de quoi saluer le travail qui se fait à ce niveau, encourager l'équipe de Romuald Azoumé à continuer sur la même lancée. C'est le Bénin qui en sort grandi. Et vous l'avez dit, Marouane aussi l'a précisé, avec la présence bien sûr des membres du Conseil national des supporters qui sont dans 11 des 12 départements du Bénin. On a vu aussi des élèves qui ont été mobilisés au bord des voies pour pouvoir des routes pour accompagner les différents cyclistes qui étaient en compétition. Et il faut aussi préciser l'accompagnement du gouvernement en matière de sécurité ou encore sur le plan financier. Absolument, le tour cycliste ne sera pas possible sans l'accompagnement du gouvernement. J'ai compris que le gouvernement a compris ce qui se fait et donc, raison de son engagement, on ne peut pas vous dire combien on a déployé les hommes de sécurité de Boukoumbe jusqu'à Cotonou en passant par Weri, Porto Novo, Atiémé, Kloukame, les régions que le tour a traversées. S'il n'y a pas de sécurité, le tour ne sera pas une réussite. Vous imaginez, il y a des régions qui voient le passage des cyclistes pour la première fois. J'imagine combien ça va être dangereux s'il n'y a pas de sécurité, combien les gens vont vouloir aller au contact des cyclistes et vous n'imaginez pas ce que ça va donner. Donc la sécurité a été renforcée, c'est une très belle chose, c'est une bonne chose. Sur les le gouvernement les cyclistes qui ont vraiment cette possibilité de faire le tour comme il veut. Le gouvernement a compris la chose, le gouvernement a davantage donné caution à la chose et c'est ce qui a motivé le déploiement des hommes en uniforme et je pense que c'est au-delà de tout le Bénin qui a gagné ce pari d'une bonne organisation et moi je souhaiterais qu'on maintienne le cap. On va revenir maintenant sur la performance des Guépards. Marouane Salo en parlait tout à l'heure. Le Bénin n'était pas... sinon, le Bénin retrouve les rails progressivement depuis quelques années. Pour ce qui est de cette 19e édition, on a le premier Béninois qui a terminé 25e au classement général de ce tour. C'est le tableau que nous proposons avec un chrono de 15h31 minutes 12 secondes. Le deuxième Béninois a terminé 28e. C'est bien sûr Soudji Romuald. Le troisième, c'est Saizonou Gloria
Laura, et puis le quatrième, Sojede Ricardo, la pépite voilà, qu'on attendait bien entendu au sommet lors de la dernière édition. Il était le premier béninois. Aujourd'hui, il termine 36e, mais 4e béninois. Sur ce tour, le Bénin a présenté 2 équipes, mais pour la deuxième équipe présentée donc par la Fédération béninoise de cyclisme, c'est Ataï Corneille qui termine donc 52e pour la deuxième équipe, donc l'équipe B du Bénin à ce tour. Marwan, on parlait bien sûr de ces performances-là. Ouais, moi, je dis une chose, si nous voulons comprendre le langage du sport, le véritable langage du sport, c'est la formation. Et aujourd'hui, je crois que Romian Razoumé l'a compris depuis quelques années. Et chaque année, les équipes que le Bénin présente, c'est des équipes qui sont rajeunies à plus de 50% chaque année. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est en train de donner de la matière à beaucoup de clubs. Parce que c'est une sélection nationale, c'est une sélection qui se fait au bout de plusieurs critériums, plusieurs compétitions. Et donc, ces jeunes-là qui viennent au contact de la haute compétition. Parce que là, c'est la très grande compétition, c'est le très haut niveau. Le tour de cette année est encore plus relevé que celui de l'année dernière. Ricardo, qui est la pépite sur laquelle tout le monde mettait une pièce, on a vu son rendement. Ouais. Ce n'est pas qu'il a baissé en matière, peut-être sur le rang, il s'est retrouvé 4e, mais dans la performance, interrogez les techniciens, ils vont vous dire que toute l'équipe béninoise est en progression et le tout avec... En termes de chrono réalisé, bien entendu. Moi, je n'ai pas de doute qu'il faut pérenniser ces compétitions-là. Il faut donner davantage de moyens aux fédérations. L'État l'a compris, l'État est en train d'améliorer et je pense qu'il faut continuer à injecter suffisamment de sous, notamment auprès de ces fédérations qui ont compris qu'il faut préparer la relève, qu'il faut présenter des équipes qui vont mieux vendre l'image du Bénin. Et sur un tout, ce n'est pas que la compétition, ce n'est pas que les résultats sportifs. Sur un tout, ce que je retiens de ce tout-là, au-delà de la performance, au-delà du comportement de nos athlètes, c'est le Bénin qui a été vendu. Dans chaque région, il y avait quelqu'un qui vendait la culture de ce pays-là. Et pour les étrangers qui sont venus, qui étaient sur le tour, ils découvraient tout ce qui se passait à Bokombé, ce qu'on pouvait trouver à Djougou, ce qu'on pouvait avoir à Gbanizon, ce qu'on peut avoir à Porto-Novo. Il y avait quelqu'un qui expliquait la culture de ce pays. Et en plus de cela, à côté de ça, les coordinations départementales du Conseil national des supporters, notamment au niveau du Borgou à Libori, de Zoukolim et de l'Ouémé Plateau, ont joué un rôle important dans la mobilisation de tout ce qui s'est passé au bord de la route. Ça prouve que quand le Béninois veut réussir quelque chose, quand les Béninois se mettent ensemble, ils sont capables du meilleur. Qu'il y ait les moyens, il a dit ici, les moyens financiers, mais aussi, le plus important, on a signalé, même sur le Tour de France, on arrive à voir des gens traverser et les cyclistes qui tombent. On n'a vu aucun cycliste, aucun, qui soit tombé parce qu'un chien ou un animal errant est passé par là. On n'a vu aucun parce qu'un Béninois lambda, par imprudence, a traversé, parce que la fédération a réussi son coup, et notamment le ministère de l'Intérieur qui a accompagné, et le ministère de la Défense. Il faut tirer un coup de chapeau à toute la chaîne organisationnelle de ce truc-là. Et nous, on a été heureux de participer à ça. Et nous piaffons même d'impatience pour le tour, le 20e tour. La prochaine édition. La prochaine édition pour pouvoir améliorer ce qu'il faut au niveau du Conseil national des supporters. Par rapport à la performance, Marwan est bien satisfait donc de la contribution du CNSB par rapport à la performance des représentants du Bénin à ce tour. À la performance, Ali, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on ne fabrique pas les champions en 1 an, en 2 ans. Non. Le Bénin a vraiment fait des progrès. Sinon, quand vous comparez les résultats que vous venez d'obtenir au tour précédent, même à l'international, vous voyez des Béninois qui finissent dernier avec des phrases que je n'aimerais pas répéter ici, des Béninois qui ne font pas des chronos, parfois qui abandonnent parce que voilà, ça ne suit pas. Et avec le travail, on a vu l'amélioration. Quand un Béninois finit 25e, ce n'est pas pour dire que c'est déjà bon, mais c'est déjà un effort qui est fait. Ouais, absolument. Sur une soixantaine de coureurs et de coureurs professionnels d'ailleurs. On parle de l'Algérie, on parle du Maroc, on parle de l'île Maurice, on parle de l'Érythrée, on parle d'une équipe allemande, d'une équipe française. On parle des Français, on parle de ces équipes professionnelles qui sont venues sur le tour, des Érythréens, des Allemands, des Français qu'on a vus. Donc un Béninois qui arrive à se retrouver dans les rayons de ces
très grands coureurs, je pense que c'est un effort. Nous devons reconnaître que le travail doit continuer. Parce que pour fabriquer un champion, il faut minimum 10 ans. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas sur 2 ans, ce n'est pas sur 3 ans qu'on fabrique des champions. Posez la question à Noélie Yarigo, posez la question à Odila Rohanou, elles vous diront que le travail a pris beaucoup de temps pour arriver. Donc, ce qui se fait... À ce résultat, et justement... Voilà. Et ce qui se fait aujourd'hui en cyclisme, il faut reconnaître les efforts et demander que les gens ne baissent pas la garde. Ce que la fédération fait, c'est déjà bien, mais il faut continuer en se mettant dans la tête que pour avoir des champions, il faut travailler sur la durée. Allez, il faut former. À titre illustratif, bien sûr, pour le Grand Prix de Cotonou, le premier peloton qui s'est détaché donc, du groupe était composé de 5 coureurs, dont un Béninois, le jeune Ricardo Sogede. On va changer de discipline, mesdames et messieurs, et parler maintenant football, ce qui m'amène à vous présenter les tableaux des résultats des rencontres disputées lors de la 15e journée donc, du championnat national de l'élite. Il s'agit de la Super Ligue professionnelle du Bénin. Espoir FC était à domicile face à l'équipe de Aspac. Les Portugais sont imposés sur le score d'1-0. Dadje et Requin se sont séparés 2-2 score de parité. 1 but partout. AS Cotonou et l'Autopopo se sont également partagés les points sur un score de 0 but partout. Score identique entre l'équipe d'Ayema et l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Coton FC a pris le dessus sur son adversaire donc de Dynamo FC d'Abomey. Damissa a battu Dragon 1-0. Subemap Sport et Banigansé se sont séparés 2 buts partout. AS Takounais a pris le dessus sur la jeunesse sportive de Beaubert. C'est 1 but contre 0. On en parle bien entendu puisque à partir de la 16e journée, Bani Gansen ne va plus accueillir ses rencontres à domicile parce qu'il y a eu cet incident qui a eu lieu donc qui a prévalu du côté du terrain de Bani Kwara. C'était le 27 avril dernier lors de la rencontre face à AS Cotonou. On va suivre ce petit résumé qui retrace les faits. Le 27 avril 2024, Bani Gansé accueillait AS Cotonou pour une rencontre de la 13e journée de la Super League Pro. Tout se déroulait bien malgré le retard au démarrage de l'explication. Mais à la 78e minute de jeu, suite à un but annulé pour hors-jeu, membres du staff, joueurs et supporters ont envahi l'aire de jeu pour contester la décision des arbitres, ce qui a conduit à une suspension de jeu pour 6 minutes. Selon les informations glanées, au coup de sifflet final, un plus grand nombre de supporters de Bani Gansé a tenté d'envahir à nouveau l'aire de jeu pour agresser les officiels mais sans succès, ce qui a laissé place au jet de projectiles. Plusieurs autres événements s'en sont suivis. Difficilement, les acteurs ont pu quitter le stade. L'incident n'est pas resté sans conséquences. La commission d'organisation et d'homologation des compétitions a donné un avertissement au staff de Bani Gansé FC. Les 2 prochains matchs à domicile du club, notamment lors des 16e et 19e journées de la Super League Pro, sont délocalisés. Voici une décision qui fait appel au respect de la loi du football et l'observation du fair play lors des rencontres. Toutefois, la question qui plane encore, c'est la sanction des officiels et autres acteurs en cas de dérive. De toute façon, ce n'est pas légion au plan national. Allez, messieurs, vous avez aussi eu vent donc de cette actualité concernant, bien entendu, l'incident qui a eu lieu du côté du stade de Bani Gansé Marouane. J'ai bien envie de vous donner la parole en premier puisque vous faites partie de l'association, sinon du Conseil national des supporters du Bénin, et des faits, bien sûr, qui sont reportés, des comportements, je ne sais pas, de personnes qui se sont pris aux officiels, entre autres des supporters. Alors, vous, comment vous interprétez en fait de ce genre de comportement sur des lieux de rencontre? Il faut faire toujours la différence entre des types de spectateurs. Il y a les supporters et il y a ceux qui sont des spectateurs joyeux et qui ont d'autres problèmes. Des fanatiques. Je n'ose même pas les appeler des fanatiques. Il y en a qui ont d'autres problèmes sociaux et ils pensent que c'est au stade qu'il faut dégager le plein d'énergie qu'ils ont emmagasiné ou leur mauvaise journée. Je pense, pour le public de Bani Kwara, que je connais très bien, passionné, connaisseur du football, que c'est quelques brebis galeux, éparpillés quelque part, qui seraient à la trousse et qui se seraient mal comportés. Parce que l'équipe de Bani Gansé
pour l'autre casquette que j'ai, de parfois représentant de la Ligue sur des matchs. Oui. J'ai vu cette équipe, ce n'est pas une équipe violente, ce n'est pas une équipe contestataire. Et donc, je me dis que c'est des personnes égarées quelque part qui ont créé des problèmes à ce club. Avant de revenir sur les sanctions, on a en direct depuis Banikwara Serge Fanou, il est journaliste et rédacteur en chef de la radio rurale locale de Banikwara. Il va nous apporter des précisions sur ce qui s'est déroulé du côté du stade de Banikwara. Serge Fanou, bonsoir. Oui, bonsoir à 43 Bénin et bonsoir également à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce soir. Alors, vous étiez au stade lorsque l'incident s'est produit. Alors, dites-nous comment cela est arrivé. C'est en fin de rencontre? Oui, c'est vrai, c'est en fin de rencontre que cela est arrivé. Mais tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de ce retard du juge central qui devait officier ce match. Et vous savez, en milieu local, c'est vrai que Banikwara a fait partie des communes du Bénin. Le public ne savait pas que c'était un autre arbitre qui a été envoyé. Pour vous qui connaissez nos deux stades, les stades ne sont pas équipés avec des enceintes, avec des haut-parleurs, pour qu'on puisse informer le public quand il y a quelque chose. Vous savez qu'en Europe aujourd'hui, les stades sont tellement équipés où oui, il y a la sonorisation. Voilà, avec la sonorisation. Voilà. Donc, vous savez, l'arbitre est venu avec Zim. C'est un arbitre qui est venu peut-être sauver les meubles. Pour que les trucs se passent bien. Mais le public ne sait pas que c'est cet arbitre qui, lui, est venu en secours. Donc, avec d'abord l'accueil qu'il a reçu d'ailleurs du public, l'a déjà mis en colère. Le public n'a pas crié sur l'arbitre, il est sur l'arbitre et il vient en retard. Donc, tout ça pour pouvoir calmer ce public en tant que d'abord journaliste et peut-être membre du staff de Bani Gamstep, ça n'a pas été facile pour nous. Donc, toutes ces conditions, on a mis l'arbitre hors jeu. L'arbitre était, mais il essaye de se supporter. C'est vrai que l'incident malheureux qu'on n'a pas souhaité est venu à son 10e minute lorsque une action de but a été jugée hors jeu. C'est vrai que c'est le football, mais connaissant le public de Banikwara, le public qui aime également son club, c'était normal que le public réagisse. Mais ouais, la situation n'est pas arrivée au coup de poing aux autres, mais on sait que c'est une situation qu'on déplore, connaissant aujourd'hui tout ce que l'État met en place pour développer le sport au Bénin, le football, connaissant tout ce que les supporters font pour vraiment montrer que on doit aujourd'hui parler du sport autrement au Bénin. Donc, c'est vrai que l'incident est arrivé et je voulais saisir cette occasion peut-être pour dire, vous connaissez comment les 22 stades ont été réalisés. Par exemple, à Banikwara actuellement, les travaux ne sont pas achevés à 100%. Vous avez vu comment comprendre qu'un stade qui a été bien grillagé et que les supporters n'entrent pas une ligne pour venir agresser l'arbitre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'entrée là, ils sont entrés, ça que c'est pas fermé. Donc, c'est pour montrer que c'est vrai que les 22 stades ont été réalisés par l'État. C'est un grand effort. Mais il y a des travaux qu'on qui restaient, qui n'ont pas été achevés. Donc, tout ça perturbe peut-être le bon déroulement des rencontres. Et Banikwara n'est pas une commune où on fait du bruit. Si vous connaissez Banikwara, nous, on fait du fair play. C'est vrai que c'est une situation malheureuse qui est arrivée, où nous sommes condamnés à aller jouer 2 de nos matchs à l'extérieur. C'est une leçon pour nous, mais voilà, je suis à l'écoute pour la suite du débat. Quel est le travail qui se fait donc, du côté de votre staff et des dirigeants de Banikwara pour, entre autres, sensibiliser les populations sur les décisions des officiels pendant les rencontres? Est-ce qu'il y a eu déjà des dispositions comme ça que vous prenez à votre niveau? Oui. Vous savez, nous, Banigan CFC, on prend souvent les derniers lundis du mois pour former nos supporters, nos joueurs. L'incident s'est produit le 27 avril. Jusqu'au lendemain, on a tenu une séance avec les supporters et il y a des décisions à l'interne qui ont été prises nous-mêmes. Comment sanctionner? Vous savez que Banikwara, comme c'est une grosse commune, mais on se connaît entre nous. Vous voyez, quand je suis du quartier Ins et je commence un bruit, oui, et que dans le quartier Ins, il y a un leader, quelqu'un qui dit hey, il pourra me maintenir. Donc, on a fait un travail pour identifier dans chaque zone ceux qui viennent au stade, qui sont ceux-là qui peuvent d'abord nous faire l'autodéfense, qui peuvent nous aider d'abord à maîtriser la situation. Ça a été fait. Et ensuite, puisqu'on a également l'association des supporters, on les a dit, voilà les sanctions qui ont été, nous, on prend l'interne.
et les sanctions que les gens ont validées, on a pris en interne. Nous, on avait fait tout ça pour pouvoir éviter ce qui est arrivé, mais le pire est arrivé parce que vous voyez, Bani Gansé qui cherche à aller de l'avant, on délocalise deux nouveaux matchs avec Ayema et Requin. Vous voyez, c'est lié. Ça joue sur nous, mais je me dis que peut-être c'est notre force. N'oubliez pas, lorsque Bani Gansé FC se qualifiait pour la Ligue Pro, on a joué tous nos matchs à l'extérieur. Le stade était en construction. On a joué presque entre Boye et Concandi. Peut-être que c'est encore un destin qui est arrivé pour qu'on puisse monter à nos supporters que le football, c'est autrement. C'est le fair play total. Au moins, AS Cotonou peut dire, lorsque j'étais au stade, c'est même les supporters qui sont allés chercher l'eau pour eux. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque. Et comme c'est un public neuf qui a une jeune équipe, c'est vrai que ça peut monter, mais on va continuer ensemble la sensibilisation pour qu'on puisse ensemble développer le sport au Bénin. Serge Fanou, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir décroché notre appel ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef de la radio rurale locale de Banikwara et également membre du staff de Bani Gansé. Merci de nous avoir apporté ces précisions. Bonne soirée à toute la population de Banikwara. Alors, tout ce qu'on peut retenir donc, de son intervention, c'est bien sûr le problème d'infrastructure et aussi la sensibilisation qui s'est faite à leur niveau prospère. Vu les événements, les sanctions qui sont tombées, Bani Gansé sanctionné pour 2 matchs. Vous trouvez la sanction, je dirais, logique? D'abord, le problème de l'infrastructure ne doit pas se poser parce qu'il y a des stades qui sont plus ouverts, plus enclins à ces violences que Banikwara. Oui. Je n'ai pas personnellement fait un tour sur ce stade, mais quand je vois René Pleven à Papa qui est percé de partout, quand je vois par exemple le stade de Lokossa qui n'a pas de grillage du tout, mais où tout se passe bien, entre parenthèses, donc ce n'est pas le premier souci pour ce qui est arrivé. Donc je suis d'accord que donc vous rejoignez Marwan alors quand il parle des personnes qui sont animées d'autres intentions qui viennent au stade. Bien sûr, bien sûr. Et qui peut-être ne font pas partie de l'association des supporters. On ne va pas diaboliser Bani Gansé, on ne va pas diaboliser Bani Kwara que ça. C'est pas un club. C'est des choses qui se passent même en Europe, qu'on voit sur les stades en Europe. Les grands clubs, parfois, les supporters ou les spectateurs parfois tombent dans ces déviances et puis on essaie de faire avec. Vous vous rappelez d'un match même de Ligue des Champions où tout ne s'est pas bien passé du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment dans le football parce que c'est un sport de passion. Et quand on parle de la sanction, oui, la sanction pour moi, je trouve ça logique. Ça va permettre à la population assez passionnée de comprendre que le pire peut arriver, qu'ils peuvent aller au-delà. C'est un avertissement pour moi, c'est un avertissement. Un match, 2 matchs, c'est pas trop. Non, mais il n'y a pas. Les tests sont prévus dans les articles 40-41 du règlement du championnat. Oui. Ce type de sanction. Quand il y a envahissement du terrain, avant, pendant et après. Et je crois que la première décision revient à la commission d'homologation du match qui anticipe et qui fait application d'une sanction de 2 matchs. Et dans ce cas, on est dans une... On est dans ce cas. Oui. Envahissement après. Envahissement après. Oui. Et la sanction, le dossier est transmis à une autre commission qui va se charger de la suite. Mais Bani Gansé va jouer ces 2 matchs, qu'il y ait violence, qu'il y ait voie de fait ou pas. Dès qu'il y a envahissement du stade, c'est ce que prévoient les tests et je pense que c'est ce que la commission a prévu. Malheureusement, ça tombe sur Bani Gansé, ça tombe sur le petit poussé qui est venu, qui est né avec de très grosses dents, parce qu'on ne doit pas l'oublier d'où Bani Gansé vient. Venu, et donc, et je le reprécise, je connais les supporters. Donc on peut dire que c'est un public un peu jeune, ce n'est pas dans l'âge forcément, mais c'est un public très jeune en matière de qui découvre le professionnalisme. Le niveau, voilà. Donc on peut leur permettre, ce n'est pas pour dire que ça peut revenir encore, mais on peut comprendre ce qui est arrivé. C'est une jeune formation, donc un jeune public en parenthèse, c'est une erreur, ils vont apprendre de ça pour que ça n'arrive plus jamais. De toutes les façons, ça fait donc un point d'expérience pour le jeune public de Bani Gansé qui engrange d'expérience en termes de football, de compétition de haut niveau et qui a des décisions des officiels qu'il faut accepter, même quand bien même on est contre cette décision. Mesdames et messieurs, on va parler maintenant de notre sport. On parle là de handisport, c'est bien sûr
un sport qui est beaucoup plus réservé aux personnes handicapées. Ce soir, on aura Faisal Achiba, la surprise pour vous en plateau après sa grosse performance du côté du Maroc. Mais avant de vous laisser partir, Marouane Salou, pour vous, la performance de ce jeune athlète. Il était au Maroc début 2024. Il a remporté 3 médailles, 2 médailles en or et 1 médaille en argent. Cette fois-ci, il est reparti. Il remporte également 3 médailles, une en or, une en argent et puis l'autre en bronze. Vous savez, pour ceux qui me côtoient régulièrement, j'ai cette déformation, j'ai cette faiblesse intellectuelle de croire que quand le Béninois aura le 10e des moyens que certaines nations ont, les Béninois feront plus. Le Béninois, je le dis avec fierté, avec conviction, n'est pas le cancre de ce continent ou de cette terre. Les Béninois sont très intelligents, les Béninois sont très ambitieux, et quand il y a les moyens et un minimum d'organisation autour, l'athlète béninois, le Béninois dans n'importe quelle condition ira vous chercher des résultats. Ce qu'il a fait mérite respect. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a hissé ce drapeau-là très haut. Il permet de parler à tous les sportifs béninois. Et au-delà du sport, il s'adresse à ceux qui véritablement prennent l'handicap physique pour un problème. L'handicap, c'est dans la tête. Et quand vous sentez fort et vous ne pensez pas à ce déficit que vous avez, ce déficit corporel, vous êtes capable de tout réussir. Ce qu'il a fait, honnêtement, il mérite les honneurs de cette nation. Je suis admiratif de l'athlète. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je ne l'ai pas rencontré physiquement encore dans ma vie, mais je pense que ce qu'il fait, c'est énorme. Vous avez l'occasion de voir aller dans les coulisses. Oui, il faut l'encourager à mieux faire. Sinon, il fait déjà bien. Il faut l'encourager à encore faire davantage. En mettant beaucoup de moyens à sa disposition. C'est très important. Et puis Marouane a dit quelque chose. Si on donne le 10e des moyens que les autres ont dans leur pays, si on donne le 10e aux Béninois, je pense qu'on fera de grandes choses. Canal Sport se poursuit sur vos différents écrans. On va installer Faisal Achiba avec cette petite brève qui retrace son parcours lors de la compétition. Allez, voici. Béninois reste imperturbable au meeting international Moulaye El Hassan de para-athlétisme de Marrakech. Tout comme lors de la précédente édition, Faisal Achiba a encore fait parler de lui à la 8e édition de ce rendez-vous sportif. Il est resté scotché au podium dans les différentes épreuves auxquelles il a pris part face à 450 athlètes venus de 64 pays, y compris ceux d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Aux 200 mètres, l'international béninois rebelote en décrochant une nouvelle médaille en or. Aux 100 mètres, il a terminé sur la 2e marche du podium. Et en saut en longueur, il s'offre la médaille de bronze. En somme, Faisal Achiba n'a pas atteint le seuil de sa performance, mais il demeure un concurrent redoutable dans sa spécialité aussi bien au plan national qu'à l'international. Et ce dernier meeting ne sera qu'un plateau d'évaluation pour le jeune athlète qui poursuit sa préparation pour les prochains Jeux paralympiques de Paris 2024. Faut-il le souligner, sa compatriote Marina Runda-Loyan, qui était aussi au meeting international Moulaye El Hassan de para-athlétisme de Marrakech, s'en est aussi sortie avec quelques médailles. Une médaille en argent décrochée au lancer de javelot et une autre en bronze remportée au lancer de poids. Allez, Faisal Achiba est déjà en plateau. Faisal, bonsoir, bienvenue à Canal 3. Bonsoir, Mamouni. Allez, vous avez vos 3 médailles au cours. Alors, dites-nous comment ça s'est passé au Maroc pour cette 8e édition du meeting international de para-athlétisme. Et ça s'est passé, beaucoup de choses se sont passées là-bas parce que le 8e meeting international de Marrakech, c'est déjà le dernier virage. Et en Afrique, voilà, en Afrique, donc c'est la dernière compétition en Afrique pour les athlètes et c'est l'occasion aussi pour eux de chercher les qualifications pour les Jeux paralympiques. Donc c'était une compétition très serrée.
Donc on a fait de notre mieux pour hisser le drapeau du Bénin à cette compétition. Alors vous étiez déjà qualifié avant d'aller à cette compétition et puis en plus vous avez remporté 3 médailles. Dites-nous au départ, est-ce que vous aviez une pression avant ce meeting-là? Non, bon, pas de pression parce que au début déjà l'objectif de ma participation c'était pour connaître le niveau auquel je suis. Donc, cette compétition m'a servi de connaître actuellement ce qu'il faut faire. Donc, c'était une sorte d'évaluation pour vous. Exactement. Donc, ça m'a servi de connaître les petits défauts qu'il faut corriger avant la grande compétition qui est les Jeux paralympiques de Paris 2024. On sait que ce n'est pas facile pour vous au pays. La préparation se poursuit pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre préparation? Bon, ça évolue très bien. Ça évolue très bien parce que les entraînements suivent et il y a aussi des petits réglages, ce qu'il faut faire pour relever les défis. Nous sommes en train de mettre en place avec le comité national paralympique qui met des moyens qu'il faut, même si ça ne suffit pas, mais bon, nous sommes en train de faire de notre mieux pour que la gloire soit faite au cours de cette compétition. J'ai une petite question, ça m'intéresse bien sûr de demander à Faisal. Est-ce que vous avez déjà participé à une compétition où vous n'avez pas remporté de médaille? Parce que je me rappelle, je vais paraphraser le président de la Fédération béninoise de handisport. C'était votre première sortie, c'était lors des Jeux de la francophonie, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Oui, et on vous a découvert avec un athlète plein de talent, mais qui remporte une médaille. Et la compétition suivante, c'était 2. Alors, vous avez déjà participé à une compétition sans remporter de médaille? Oui, j'ai participé à ma première compétition, mais les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Ah donc, oui, justement. Voilà, c'était la plus grande compétition, tout le monde le sait. Vraiment, j'ai tout fait, mais vraiment, compte tenu aussi des athlètes qui se sont présentés, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu améliorer ma performance. Et c'est quoi l'objectif pour les prochains Jeux paralympiques? On reconnaît les défauts déjà et rien ne nous fera peur maintenant. Donc, nous sommes prêts à affronter la réalité de Paris 2024. Allez, Faisal, tu vas votre mot de fin. Bon, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le comité national et tout le bureau qui le compose et le ministre aussi, le ministre du sport, oui, qui ne cesse de nous accompagner par les moyens qu'il faut pour que nous, les sportifs, nous, athlètes paralympiques ou athlètes valides et non handicapés, voilà, véritablement représenter le Bénin aux différentes compétitions. Merci également au président de la Fédération béninoise de handisport. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Canal Sport de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre émission sur nos canaux digitaux www.canal3television.com ou encore sur notre page YouTube Canal 3 Bénin. N'oubliez pas la rediffusion, c'est demain à partir de 16h30 toujours sur Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous.